Au sortir de la guerre, Charles de Gaulle a notamment participé à... Il est parti en Pologne parce que d'abord il a tellement mal vécu cette période de captivité qu'il ne se voyait pas, la guerre terminée, travailler dans une administration. Et il est parti former l'armée polonaise, qui est un nouvel État, qui est né à la suite du démantèlement de l'Empire austro-hongrois et qui a fort à faire avec les bolcheviks qui ont pris le pouvoir en Russie. Et donc il va partir 2 ans en Pologne, et puis de retour de Pologne, va lui être présenté par le biais de ce qu'on va appeler une entremetteuse, une jeune femme de 10 ans, sa cadette, issue d'un riche industriel, fille d'un riche industriel calaisien, qui était un spécialiste dans la production de biscuits, on appelait les biscuits Vendroux à Calais. Et c'est ainsi qu'il va rencontrer Yvonne Vendroux. Cette dernière aurait déclaré à ses parents, après avoir rencontré Charles de Gaulle, une phrase devenue mythique: « Ce sera lui ou personne ». Voilà, c'était radical, et donc ils se sont mariés à Calais en avril 1921. De cette union sont nés 3 enfants, Philippe, Élisabeth et Anne. Charles de Gaulle porte son alliance sur la main droite, pas sur la main gauche, parce que comme il a été blessé à la main gauche en 1915 à Ménil-les-Hurlus, c'est pas une grosse blessure, mais ça l'a incommodé, donc il a toute sa vie durant porté son alliance sur la main droite. C'est mon cas, oui, absolument, bah oui, comme je suis gaulliste, faut bien que je fasse comme lui. Ça, c'est la reconstitution de ce à quoi devait ressembler la chambre des enfants. Les lits sont un peu étroits. Et là, cette très belle photographie prise sur une plage bénodée avec sa petite Anne sur les genoux. Et tout est résumé sur cette photographie. C'est que d'un côté, vous avez un homme austère qui, même sur une plage, ne retire ni son veston, ni sa cravate, ni son chapeau, mais qui, d'un autre côté, prend le temps de prendre sa fille sur les genoux, de lui chanter des comptines, de lui raconter des histoires. Il avait un attachement tout particulier avec cette fille, qu'on revoit encore là sur cette photographie prise dans le parc de la Boisserie. On sait ce que peut représenter le traumatisme d'avoir un enfant trisomique pour quelques parents que ce soit. Et cette phrase, quand il évoque sa fille Anne: « Mais pour moi, cet enfant est aussi une grâce, elle est ma joie, elle m'aide à dépasser tous les échecs et tous les honneurs, à voir toujours plus haut. » Yvonne avait 28 ans quand elle a eu sa fille, donc elle était encore jeune. Et il écrit une lettre à son supérieur en disant: « Ça y est, ma petite Anne vient d'arriver. Probablement un jour verra-t-elle l'an 2000, non 28. C'est vraisemblable qu'elle vive jusqu'en l'an 2000, parce qu'évidemment ce ne sera pas le cas, mais il ne le sait pas encore. » Et ce qui était incroyable dans cette lettre, c'est qu'il explique tout ce qu'elle va sans doute être amenée à voir, et en fait ça s'est concrétisé. Je me demande même, j'exagère peut-être, il faut que j'en vérifie, s'il ne marque pas, elle verra un jour l'homme marcher sur la Lune. Elle n'a jamais quitté ses parents, partie à Londres en 1940, parce qu'il fallait aller à Londres. C'est toujours resté dans la sphère familiale. Et il avait pour elle une affection toute particulière. L'autorité du chef de maison règle minutieusement chaque détail de la vie journalière. Et si sa fermeté est nécessaire, elle n'exclut pas une familiarité de bonne aloi. C'est une famille dans laquelle on se vouvoie, les enfants vouvoient les parents veillent de très près l'éducation des enfants, naturellement. Et une seule fois, Philippe a eu le toupet d'appeler son père par son prénom, Charles, plutôt que de l'appeler papa, et a reçu une gifle en retour. Donc je pense que ça lui a passé l'envie de recommencer. Mon père m'avait mis dans une école maternelle privée, près du Champ de Mars. Il m'y conduisait tous les matins en me prenant la main. Il avait aussi des exigences. Il pouvait aussi parfois être indulgent jusqu'à rire de quelques écarts, comme celui d'essayer de trouver un mauvais prétexte pour s'esquiver ou échapper à une corvée familiale. Il veillait sur mes études comme le loup sur la bergerie. Charles, une fois, a dit à son fils Philippe, peu importe les résultats que tu obtiens à l'école, l'essentiel, c'est que tu sois devant les autres. Philippe de Gaulle avait 49 ans quand son père est mort, et en 49 ans, il n'a jamais vu une seule fois son père sans cravate. Le matin, quand Charles de Gaulle descend prendre le petit déjeuner, il est déjà costumé et cravaté. Vie publique oblige. De Gaulle est toute la semaine sous le feu des caméras. Il participe à des galas, il assiste à des soirées, il inaugure des expositions, il voyage à l'étranger. À quoi ressemblait la journée à l'Élysée à l'époque du général de Gaulle ? 7h30, réveil du général dans ses appartements, il prend son petit déjeuner, il lit la presse. 9h45, il a mis son temps. Arrivé dans son bureau, il reçoit ses collaborateurs et ses visiteurs. 13h10, déjeuner dans ses appartements, puis lecture. 15h, en fait il a fait sa sieste. 15h, 20h, est en audience, écrit ses discours, boit éventuellement un thé, reçoit ses 4 principaux collaborateurs, achève son courrier. 20h, le président libère son aide de camp puis rentre dans son appartement. 20h15, dîner chez lui ou réception officielle. Un dimanche sur 2, les De Gaulle restent à l'Élysée, se rend à la messe à 11h dans la chapelle privée, déjeune en famille, fait parfois projeter un film dans la salle des fêtes pour ses petits-enfants. La vie est douce.
Mais pourquoi? Mais au moins, c'est aussi quelqu'un qui rédige tous ses discours. C'est quelqu'un qui étudie ses dossiers. Il n'est pas happé en permanence par ou des SMS ou des gens qui frappent à sa porte. Yes. No, my lord, what is it? It's my lord. Thank you very much. Yes. Charles de Gaulle détestait le téléphone, donc on ne téléphonait pas. Enfin, en général, encore moins le week-end, sauf urgence. Vous pouvez, à cette époque-là, ne pas déranger un président de la République le temps d'un week-end. Presque un an après l'attentat OAS qu'il avait visé sur la route de Chaumont, le général de Gaulle a une nouvelle fois servi de cible à ses adversaires déterminés. Les faits. Parti de l'Élysée, 2 voitures foncent vers Villacoublay. Soudain, d'un coin de rue, une rafale. Mais les voitures ne ralentissent pas. À 50 mètres, nouvelle rafale. Les voitures ont passé. C'est fini. Les conjurés ont disparu. 150 balles ont été tirées, environ une quinzaine ont touché la carrosserie, 2 pneus ont été crevés, et le véhicule a continué à rouler sur plusieurs kilomètres jusqu'à l'aéroport de Villacoublay. Arrivé à l'aéroport de Villacoublay, Charles de Gaulle descend de son véhicule, constate les impacts de balles sur la carrosserie, aurait déclaré cette fois c'était tangent, aurait-il même rajouté ils savent vraiment pas tirer. Il y a une autre version plus familière qui aurait été ils tirent comme des cochons. Et ensuite, une fois qu'il monte dans l'avion, il dit à son épouse Yvonne, vous êtes brave. Voilà, parce que tout est résumé dans ces mots. Et quant à Madame de Gaulle, quand elle descend de son véhicule, elle déclare j'espère que les poulets n'ont rien. Alors les gendarmes qui assurent l'escorte sont très touchés que Madame de Gaulle se soucie de leur personne. Vous imaginez bien que jamais Yvonne de Gaulle n'aurait appelé les policiers les poulets. Elle faisait allusion à de la volaille qu'elle avait achetée le matin au marché des Halles, qui se trouvait dans la malle, et qu'elle a amené justement à Colombey-les-Deux-Églises. Elle espérait que les poulets n'avaient pas été impactés par l'attentat. C'est extraordinaire parce qu'on sait que ce sont 2 êtres, Charles et Yvonne, qui sont évidemment complètement faits l'un pour l'autre. En 1962, ça fait à ce moment-là 40 ans qu'ils sont mariés. Mais ce jour-là, ce 22 août 1962, elle donne encore plus la preuve qu'elle est, je veux dire, digne, encore qu'on n'en a jamais douté, mais plus encore, de s'appeler Madame de Gaulle. C'est-à-dire qu'elle est à bord d'une voiture qui va être criblée de balles, elle fait l'objet d'un attentat comme son mari, elle ne pousse pas un cri, elle ne hurle pas, elle ne pleure pas, elle se cramponne, et de toute façon l'attentat a duré en tout et pour tout 7 ou 8 secondes, ça a été extrêmement rapide, mais telle une héroïne, pas un mot, je veux dire, comme le général de Gaulle, c'est tout juste si on ne considère pas que ça fait partie des risques du métier, c'est absolument incroyable. L'attentat, si inutile qu'il ait été, aura plus hautement que jamais montré l'odieux d'un terrorisme insensé qui ne peut se réclamer que du crime. Charles de Gaulle s'éteint le 9 novembre 1970. Les obsèques ont lieu à la fois à Colombey-les-Deux-Églises, dans l'intimité, une intimité très relative, et au même moment, une cérémonie a lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui rassemble 80 chefs d'État, empereurs, présidents, rois. Il faudra attendre décembre 2013 pour qu'autant de chefs d'État se rassemblent pour les obsèques, à savoir les obsèques de Nelson Mandela. De Gaulle, par 3 fois dans sa vie, aura rassemblé 1 million de Parisiens sur les Champs-Élysées, le 26 août 1944, le 30 mai 1968 et post-mortem, le 12 novembre 1970. Je dirais, à l'image du personnage, une mort gaulienne, au commencement de l'automne, dans sa demeure, dans la sphère privée, personne ne le voit. Je veux dire, voilà, ça correspond parfaitement au personnage. Yvonne de Gaulle, le lendemain des obsèques du général de Gaulle, a fait un grand feu dans le parc de la Boisserie où elle a brûlé les effets personnels de son mari. Vêtements et autres du général ont été brûlés pour qu'il n'y ait pas un jour un musée de Gaulle. C'était un peu cette idée-là. Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir.